Un démon limace envahit une maison et massacre toute la famille. Très vite, la rumeur se répand. Mais dans un monde où les démons dévorent les humains, c'est banal. Le plus fou, c'est quand on retrouve la tête du démon sur le portail de la maison. Ce n'est pas l'œuvre d'un guerrier, mais d'un enfant de 10 ans, le fils aîné et seul survivant. Terrifiés, les villageois pensent qu'un enfant normal ne pourrait jamais tuer un démon seul. Ils croient que le garçon est un monstre et appellent la chasseuse Meng Rian. Elle remarque la tête du démon sur le portail. Les villageois la supplient de tuer le garçon, convaincus qu'un démon se cache sous ses traits. Pour eux, aucun enfant ne peut tuer un démon. Meng Rian admet que le coup était si brutal qu'elle en aurait presque pitié pour le monstre. Contrairement aux villageois, elle enquête. Dans la maison, elle trouve le prétendu monstre assis près de tombes fraîches. Ses vêtements sont ensanglantés, son corps est sale, ses yeux noirs sont vides, mais elle comprend vite que la terre sur lui vient de l'enterrement de sa famille. L'enfant n'a pas mangé depuis des jours. Au lieu de le tuer, elle lui offre un repas. Le garçon est confus, il s'attendait à être exécuté, pas à déjeuner. Il comprend leur haine. Ses yeux étranges ont toujours dérangé, et maintenant qu'il a réussi l'impossible, les villageois ont enfin une excuse pour le bannir. Meng Rian regarde ses yeux et refuse de le traiter de monstre. Alors que tous l'accusent, elle s'assoit près de lui et lui demande de tout raconter. Il se souvient de cette nuit où, caché dans un placard, il a vu la créature massacrer sa famille. À l'époque, il était trop faible pour réagir. Mais après le départ du démon, il l'a traqué jusqu'à son repère. Il a vendu tout ce qu'il possédait pour apprendre que c'était le lettré Wadou. Il a appris que les chasseurs le tuaient avec des lances en bambou salé. Même pour un adulte, c'est une tâche extrêmement difficile. Pourtant, cet enfant de 10 ans est entré seul dans son antre. Dès l'attaque, il a transpercé la tête de la créature avec ses lances et l'a tué sur le coup. Meng Rian demande pourquoi il a décapité le démon pour l'exposer. Le garçon répond calmement qu'il a rendu l'appareil à celui qui a décapité sa famille. L'histoire semble irréelle, mais Meng Rian ne décèle aucun mensonge dans ses yeux. Ce qui l'impressionne, c'est la terreur qui habite cet enfant. Il a vu sa famille mourir, a traqué un ennemi bien plus fort, a trouvé sa faille et a orchestré sa vengeance. Il semble né pour chasser les démons. Mais pour le garçon, tout est fini. Sa vengeance accomplie, il n'a plus de raison de vivre et veut juste mourir en paix près des tombes des siens. Meng Rian lui donne une pichenette sur le front et lui demande son nom. Le garçon répond par un prénom qui signifie « changer le monde ». Elle demande si une tête coupée suffit à compenser ses pertes. Il dit oui, mais elle se demande s'il se ment à lui-même pour se consoler. La créature a pris sa famille, son foyer et son envie de vivre. Face à cela, une tête de démon au portail semble bien dérisoire. Elle garde sa réflexion pour elle. Elle se lève, déclare que le garçon est humain et annule la requête des villageois. Avant de partir, elle lui souhaite une bonne vie. Elle lui laisse un repas chaud et une question qu'il n'oubliera jamais. Au village, la colère gronde, car elle a refusé de tuer le monstre. Il propose plus d'argent, mais Meng Rian leur fait comprendre que ce n'est pas le souci. Elle a vu un enfant humain, pas un démon. Quand elle demande pourquoi ils le haïssent, ils pointent ses yeux étranges et disent qu'il porte malheur. Leur excuse la dégoûte. Les vrais monstres, ce sont ces adultes qui condamnent un orphelin juste parce qu'il est différent. Elle les prévient que la haine attire les démons. Malgré tout, un villageois insiste pour dire que le garçon a dû invoquer la créature lui-même. C'est là que Meng Rian perd patience. Une corne unique surgit de son front. Ses yeux virent au rouge et elle prévient que quiconque touchera à l'enfant aura affaire à elle. Les villageois paniquent en comprenant qu'elle n'est pas humaine. Meng Rian révèle qu'elle est une Dorkabé qui chasse les démons avec les humains. Elle sait qu'ils ne verront en elle qu'un monstre. Après sa mise en garde, elle annule le contrat et s'en va. Les villageois sont trop lâches pour l'affronter, mais leur haine pour Peace reste intacte. Ils décident que si la chasseuse refuse, ils s'occuperont eux-mêmes du petit monstre. Cette nuit-là, une foule en colère marche vers la maison en ruine. Ils mettent le feu en riant, regrettant de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ils pensent qu'en brûlant tout, il ne pourra plus rester au village. Le garçon tente d'éteindre les flammes, car les tombes à côté sont la seule preuve que sa famille a existé. Les villageois s'en moquent. Ils veulent juste voir tout brûler. Mais comme Meng Yuan l'avait prédit, leur comportement ignoble leur vaut une terrible récompense. Leur haine accumulée crée une masse d'énergie démoniaque. Elle déforme leur corps, leurs yeux virent au rouge et des flammes violettes les entourent. Ceux qui traitaient Issei de monstre invoquent un vrai démon par leur karma. Leur corps fusionne pour devenir un gigantesque érudit Wadou. Le démon répète leur désir de tout détruire. Je regarde, impuissant,
un autre démon apparaître et saccager les tombes où il voulait reposer. Une onde d'énergie démoniaque projette le garçon dans les ruines. Au milieu des décombres, il réalise que perdre sa famille n'était que le début. Les démons lui volent même son dernier repos. La question de Mongri résonne. Tuer une créature a-t-il vraiment compensé tout ce qu'il a perdu? Alors que les villageois démoniaques approchent, Ice saisit son arme brisée et se relève. Il attaque, bien que le combat soit perdu d'avance. Les démons le frappent et le déchirent de toutes parts. Mais cet enfant n'a jamais appris à abandonner. Il parvient à planter sa hache dans l'œil du monstre. À bout de force et sans aide, il comprend enfin ce qu'il désire vraiment. Sa vengeance ne sera totale que lorsque le dernier démon sera mort. Mais les démons le dominent, et il est sur le point de servir de repas. C'est alors que Mangrionne revient. Elle fend les créatures, rattrape l'enfant, et avoue qu'un si petit garçon combattant avec une telle férocité est impressionnant. Face à lui, les adultes responsables de ce désastre sont pitoyables. Tenant Ice, elle explique que la colère et le mauvais karma créent l'énergie démoniaque qui attire les démons. C'est pourquoi elle a prévenu les villageois de ne pas agir comme des ordures. Ice n'a pas invoqué ce nouveau lettré Wadou. C'est leur propre haine qui l'a fait venir. Mangrionne se tourne vers les villageois corrompus et leur ordonne froidement de s'excuser auprès de la famille qu'ils ont blessée. Les démons se ruent sur elle, mais elle les traite comme de simples voleurs. Un coup suffit à déchiqueter les petites créatures et à balayer le lettré Wadou fusionné. Désespéré, le monstre rugit si fort que le village en tremble, mais Mangrionne reste impassible. Elle se plaint du bruit et l'achève d'un ultime coup. Une onde de choc déchire la créature. Quand les flammes retombent, les démons ont disparu. Près de là, Ice est inconscient, murmurant qu'il exterminera tous les démons. En voyant l'enfant brisé, Mangrionne sent qu'elle a fait le bon choix. Elle sait que ce chemin pourrait le consumer par la vengeance. Mais s'il survit, des jours meilleurs viendront. Elle l'emporte doucement, loin des ruines fumantes de son foyer. Elle décide de s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il soit assez fort. Plus tard, Ice se réveille dans une maison paisible pendant que Mangrionne joue avec un papillon. Dès qu'il ouvre les yeux, les souvenirs affluent. Il se rappelle le lettré Wadou, les villageois possédés et les flammes pourpres brûlant les tombes de sa famille. Réalisant que ce n'était pas un cauchemar, il pâlit. Puis il remarque quelque chose d'étrange. Il était brûlé et blessé, mais chaque plaie a disparu sans laisser de cicatrice. Il la remercie de l'avoir sauvée et soignée. Mangrionne est curieuse de son calme, même après avoir appris qui elle est. Ice lui rappelle qu'elle a dit ne pas être un démon et qu'elle a été bienveillante. Cela la surprend, car cet enfant de 10 ans est plus raisonnable que les adultes de son village. Mangrionne confirme son nom et lui demande s'il se souvient de son offre. Elle veut qu'il l'accompagne, qu'il apprenne l'art de l'exorcisme auprès d'elle et devienne son disciple jusqu'à ce qu'il soit assez fort. Elle lui promet un foyer et surtout la force nécessaire pour accomplir sa vengeance. L'offre semble être tout ce dont Ye a toujours rêvé. C'est pourquoi ce petit survivant prudent ne l'accepte pas tout de suite. Mangrionne rit de son hésitation et le prévient que la suivre ne sera pas une vie facile. Son nouveau foyer sera sur le territoire des Dokaibi. Bien qu'il soit différent des démons, il possède une énergie démoniaque, ce qui rend leur terre naturellement dangereuse pour les humains. Elle ajoute que son entraînement est si brutal que chaque jour ressemblera à l'enfer. Loin de l'effrayer, le mot « enfer » attire immédiatement l'attention d'Yi car il aime ce que cela promet. Il sait qu'un entraînement doux ne lui donnera jamais le pouvoir de tuer tous les démons. Il accepte Mangrionne comme maître et promet de la suivre partout où elle ira. Mangrionne admet avoir exagéré la terreur de la situation pour l'effrayer un peu. Mais hélas, cet enfant est déjà entré seul dans l'antre d'un démon, alors les menaces ordinaires ne l'atteignent plus. Sa décision prise, Mangrionne lui sert un repas et lui ordonne de reprendre des forces. Ye obéit sans se plaindre et, une fois rétabli, il quitte le monde des humains pour le village des Dokaibi. Plus il s'enfonce dans les montagnes, plus la forêt devient sombre et inquiétante. Mangrionne guide Ye sur un sentier sacré bordé de cordes protectrices et l'avertit de ne jamais en sortir. À son niveau actuel, franchir cette corde signifierait une mort certaine. Ils finissent par arriver devant les immenses portes d'un lieu nommé le Temple du Jardin des Fantômes. Un panneau indique que les esprits protègent le temple et que l'accès est interdit aux humains. Ye hésite, mais étonnamment, ce n'est pas pour lui qu'il s'inquiète. Il demande si Mangrionne pourrait être punie pour avoir amené un humain chez les Dokaibi. Elle trouve étrange que l'enfant se soucie plus d'elle que de l'immense porte interdite devant eux. Elle le rassure. Personne au temple du Jardin des Fantômes n'est assez fou pour contester la chef. Ye ne sait pas ce que ce titre signifie, mais les portes s'ouvrent lentement.
De l'autre côté, se trouve un village époustouflant, loin de la forêt dangereuse. Le temple du jardin des fantômes regorge de beaux bâtiments, de ruisseaux clairs, d'arbres colorés et de dokaebi vivant en paix. Devant ce spectacle incroyable, Die peine à en croire ses yeux, tandis que les habitants sont stupéfaits de voir un enfant humain avoir franchi leur porte interdite. Quelques résidents se plaignent immédiatement de l'intrusion, mais dès que Mangrion prend la parole, la foule entière se tait. Elle présente Ai, annonce qu'il sera son élève direct et l'intègre à leur famille. Aussitôt, toute hostilité disparaît. Si la chef l'accueille, il est des leurs. Ice comprend enfin que Mangrion est bien plus qu'une simple chasseuse. Elle dirige le temple du jardin des fantômes. Un modèle suffit à faire accepter un humain. Après cet accueil, Mangrion annonce le début de sa formation. Ice attend une technique secrète, mais elle le fait asseoir devant un festin gargantuesque. Quel rapport avec la chasse aux démons? Mangrion souligne son erreur. Il n'est qu'un enfant, et un enfant a deux devoirs sacrés. Manger et dormir autant que possible. S'il ne se forge pas un corps solide maintenant, il le regrettera plus tard. L'explication convainc Ice. Pour lui, c'est la première étape pour bâtir le corps parfait du chasseur. Il s'attaque à la nourriture avec la même détermination qu'au combat. La jeune fille qui apporte les plats s'appelle Gong. Mangrion lui demande de loger Ice et de s'assurer qu'il finisse tout. Il comprend enfin ce qu'elle voulait dire par enfer. Sa première punition est de manger jusqu'à l'indigestion. Gong est ravi de rencontrer l'humain de la chef et vérifie s'il a des cornes. Ice dit avoir 10 ans, Gong en a 22. Un autre dokaebi lui rappelle que les humains vieillissent 2 fois plus vite. En réalité, Gong n'a qu'1 an de plus que lui. Elle refuse ce calcul et se déclare fièrement sa grande sœur. Après le festin, Ice suit Gong en peinant à marcher. Elle assure que les jeunes digèrent vite, facile à dire quand on n'a pas le ventre plein. Gong explique sa chance d'être formé par la chef. Tous les jeunes dokaebi du village vont être jaloux. Ice demande si elle est si incroyable. Gong est choqué qu'il l'ait suivie sans savoir. Mangrion est une légende qui chasse les démons depuis 300 ans. Elle est sans doute plus forte que tous les dokaebi du temple du jardin fantôme. Ils ont l'air humains, mais leur force et leur longévité sont à un tout autre niveau. Pourtant, Mangrion et Gong ne ressemblent pas aux monstres qu'on lui a appris à craindre. Gong imagine déjà IE devenir un chasseur de démons et lui fait promettre de ne pas l'oublier. En voyant son sourire, IE réalise que les habitants du temple ne sont pas si différents des humains. Ces êtres soi-disant inhumains lui ont montré plus de chaleur en un jour que son village en 10 ans. Ce sentiment est si étranger qu'il le met mal à l'aise. Mais pour la première fois depuis la perte de sa famille, il a trouvé un endroit où l'on veut vraiment de lui. Cependant, cette paix est de courte durée. Alors que IE commence à se détendre, un groupe de jeunes dokaebi lui bloque le passage et lui ordonne de s'arrêter. Leur chef est furieux qui est pénétré en zone interdite et soit devenu l'élève de la chef. Contrairement aux autres, ces garçons débordent d'une jalousie destructrice. Ils veulent une explication privée avec le nouveau. Gong reconnaît immédiatement Ilshua, Woljang et la bande de Gagoul, ce qui rend la situation très claire. Les ennuis commencent. IE n'a pas l'air effrayé pour autant. Ayant grandi parmi des humains qui le haïssaient, ses regards menaçants lui sont plus familiers que la gentillesse. Même ici, il retrouve le genre de personne qu'il sait gérer. Gong demande pourquoi ils s'en prennent à IE, mais le chef prétend qu'il ne s'agit que d'un entraînement normal. Il veut simplement montrer à cet humain l'écart qui les sépare. Si IE ne peut pas survivre à un combat contre quelqu'un de son âge, il ne peut pas chasser les démons. Il prétend l'aider, mais sa motivation est bien moins noble. Mangrion a choisi un humain plutôt qu'Ilchoi pour être son disciple. Ilchoi ne comprend pas ce qu'IE a de spécial, et sa jalousie s'est transformée en une leçon de violence. Même après avoir été mis au sol, IE se relève lentement. Gong tente d'intervenir, mais le garçon blessé surprend tout le monde en présentant ses excuses. Habitué à être persécuté, il pensait qu'il voulait juste l'intimider. Maintenant qu'Ilchoi parle d'entraînement, IE admet calmement qu'il a mal interprété la situation. Sa réponse décontenance Ilchoi. Le garçon est couvert de blessures et tient à peine debout, mais il ne se plaint pas. Ce calme irrite Ilchoi plus qu'une insulte. Il dit s'être retenu car Issa semblait trop fragile pour encaisser un coup sérieux. Mais vu son assurance, il va lui montrer la différence. Ce n'est plus un entraînement, c'est une démolition. Issa ne peut rivaliser avec la force ou l'expérience d'un Dakabe. Chaque coup l'envoie au sol. Pourtant, Ilchoi sent que quelque chose cloche. À chaque coup, Issa ne ferme jamais les yeux.
La plupart des gens flanchent par instinct, surtout après avoir autant encaissé. Mais Issa fixe chaque attaque jusqu'à la dernière seconde. Lajkars n'encaisse pas seulement, il étudie chaque coup. Après avoir été frappé encore et encore, il remarque qu'Ilchoi suit un schéma. Dès qu'il comprend le rythme, il anticipe, esquive et crée une ouverture. Cet effleurement confirme que l'écart est immense, mais pas impossible à calculer. Issa demande si son nom est bien Gong Il-choi. Après confirmation, il lui demande de ne jamais se retenir contre un adversaire, même s'il le croit faible. Un démon ne ferait pas preuve de pitié. Cet entraînement est inutile. Après avoir été battu, l'intrépide enfant demande simplement à Il-choi de recommencer. Tout le monde est stupéfait. Issa n'a pas porté un seul coup, mais il voit cette défaite comme une leçon. Il retourne voir Mangryon, le visage en bouillie pour son premier jour. Gong lui a dit qu'il l'avait brutalisé, mais Issa insiste sur le sparring. En voyant son visage, Mangryon note qu'un entraînement normal ne laisse pas dans cet état. Elle le soigne avec son énergie verte. Elle explique que les bagarres d'enfants sont naturelles, mais que s'il dépasse les bornes, il doit venir la voir. Elle demande s'il a réussi à toucher Shua. Issa répond qu'il a évité de frapper pour ne pas causer de problème au temple qu'il a accueilli. Cette réponse agace Mangryon plus que ses blessures. Elle lui prend le visage, le traite d'enfant irritant et lui rappelle ce qu'elle a dit à la porte. Elle n'a jamais parlé d'invité, de fardeau ou de charité. Elle a dit qu'il était de la famille. S'il considère cet endroit comme son foyer, il doit arrêter de croire qu'on lui rend service. Après sa promesse, Mangryon clarifie un autre malentendu. Il-choi n'était pas intouchable, parce qu'Issa était faible. Lors de ce combat, Issa n'avait aucune chance de l'atteindre. Il-choi sait assez se battre pour affronter des Kapibi adultes. Issa pense qu'un tel guerrier devrait chasser les démons, mais Mangryon lui explique qu'il mourrait sûrement. C'est contre-intuitif. Bien qu'il soit plus faible, Issa a tué le lettré Wadu, alors qu'Il-choi, malgré sa force, serait impuissant face à un démon dangereux. Mangryon utilise ce paradoxe pour lui enseigner les bases de l'exorcisme. Un chasseur a besoin de deux choses, le savoir et la maîtrise martiale. Issa a vaincu le lettré Wadu en exploitant sa faiblesse au sel. Il-choi est fort, mais sans comprendre son ennemi. Un démon puissant le tuerait avant qu'il ne puisse réagir. Issa a le problème inverse. Son esprit analyse les faiblesses et crée des stratégies parfaites, mais son corps est trop frêle pour les appliquer. Sans une chance inouïe, il mourrait avant d'atteindre le but de son plan. Le savoir crée l'opportunité, et la maîtrise martiale permet de la saisir. Seul celui qui possède les deux est apte à l'exorcisme. Après cette leçon, Mangryon lui donne ses premières missions officielles. Une semaine plus tard, Gong le trouve enseveli sous une montagne de livres. Depuis les consignes de Mangryon, il ne fait qu'étudier et s'entraîner. Gong propose de passer du temps avec lui, mais Issa refuse, manquant déjà de temps. Mangryon a été clair. Il ne pratiquera l'exorcisme qu'après avoir fini ses deux tâches. Pour prouver son savoir, il doit lire toute la bibliothèque. Gong regarde les étagères infinies et dit qu'elle préférerait se couper la langue plutôt que de subir ça. Issa, lui, adore lire. La tâche est ardue à cause de la taille de la bibliothèque, pas parce qu'il n'aime pas les livres. Pendant que Gong doute de sa santé mentale, le jeune rat de bibliothèque absorbe tout le savoir du temple du jardin des fantômes. Mais les livres n'expliquent pas ses blessures quotidiennes. Il dit à Gong que sa seconde mission est de gagner un combat d'entraînement. Mangryon a choisi l'adversaire idéal, le même Daka qui lui servait déjà de sac de frappe. Depuis, Issa défie Il-choi chaque jour. Il-choi s'agace, se plaint de ne pas pouvoir tuer l'humain et refuse de servir de mannequin d'entraînement. Issa lui rappelle innocemment qu'un duel n'est pas censé être mortel. Même Gong se demande si Mangryon est sérieux, car battre un Dokkaebi à main nue semble impossible pour un humain, surtout avec un tel écart de force. Issa refuse cette excuse. Pour lui, l'entraînement prépare au combat réel, et un démon ne l'épargnera jamais par politesse s'il n'est pas prêt. Il-choi le met en garde, qu'il ne prenne pas sa retenue pour de la faiblesse. Gong s'interpose pour lui dire d'arrêter d'effrayer Issa, ce qui ne fait qu'attiser sa jalousie. Pour Il-choi, cet humain a volé l'attention que Gong portait à son groupe. Issa se place devant elle et promet que même s'il se brise tous les os, il ne lui en voudra jamais, avant de demander un nouveau duel. À ce stade, Il-choi n'arrive qu'à une seule conclusion. Cet humain est complètement fou. Peu importe le nombre de fois où il le met à terre, le garçon revient chaque jour avec la même demande. Il-choi le terrasse quotidiennement, tandis qu'Issa ignore les avertissements et encaisse les leçons sans jamais porter un seul coup. Il-choi se répète qu'Issa n'a aucun talent et devrait abandonner, car un humain ne peut vaincre un Dokkaebi.
Pourtant, le regard d'Issa continue de le troubler. Même en perdant, il ne semble jamais fixé sur son adversaire. Il regarde au-delà d'Ilchoi, comme s'il voyait déjà une victoire que personne d'autre ne croit possible. Cette détermination pousse Ilchoi à s'entraîner encore plus dur. Il s'acharne sur les mannequins, refusant de se relâcher, car il veut l'admiration de Gong et ne laissera pas cet étranger la lui voler. Il reste convaincu qu'Issa n'atteindra jamais son niveau. Avant chaque match, Ilchoi se promet en silence que tant que cet humain sera en vie, son point ne l'atteindra jamais. Une année entière passe, les saisons changent, et les deux garçons se retrouvent sur le terrain. Leurs amis regardent, stupéfaits, l'impossible se produire enfin. Ilchoi titube en se tenant la joue, incapable de comprendre ce qui vient de le frapper. Issa, lui, reste debout, les poings encore tendus. Durant cette année, il a étudié, entraîné son corps, accepté les défaites et mémorisé chaque attaque. Le coup qu'Ilchoi jurait inatteignable a enfin porté. Ilchoi refuse d'accepter que cet humain, qu'il battait sans effort, l'ait frappé. Il charge, menaçant de l'écraser, mais la suite du combat devient encore plus humiliante. Issa évite chaque attaque avec calme. Ilchoi s'est pourtant entraîné dur, il ne comprend pas comment Issa a pu progresser autant en si peu de temps. La différence, c'est qu'Ice ne se fie plus à son instinct. Après 1 an d'études et d'entraînement, il a enfin compris la leçon de Mang Ryan, allier le savoir à la technique martiale. La plupart des démons ont un corps bien plus fort qu'un humain. Peu importe l'entraînement, le corps humain finit par atteindre une limite que l'effort seul ne peut franchir. En étudiant les habitudes, les points vitaux et en choisissant chaque mouvement, un chasseur plus faible peut gagner. Ice le prouve face à Ilchoi. Après d'innombrables défaites, il connaît ses schémas par cœur. Il évite facilement les coups qu'il atteignait autrefois et ne frappe que là où c'est nécessaire. Mais le savoir ne suffit pas. Un chasseur peut connaître toutes les faiblesses, cela ne sert à rien si son corps n'est pas assez rapide ou ne peut pas atteindre sa cible. C'est là que la technique compte. Ilchoi a passé l'année à renforcer ce corps fragile qui avait fait échouer sa première contre-attaque. Il a répété ses gammes jusqu'à ce que l'observation et le mouvement deviennent instinctifs. Dès que son esprit voit une ouverture, son corps réagit sans hésiter. Un humain ne peut chasser les démons qu'en développant ces deux atouts. En dominant Ilchoi, Ice prouve qu'il a franchi un cap décisif. Gong n'en revient pas qu'Ice s'est battu un Dokebi après seulement 1 an. Le résultat est sans appel. Ilchoi est au sol et Ice se tient au-dessus de lui. Gong suit Ice dans le temple en le couvrant de louanges. Ice répond sèchement que la plus impressionnante, c'est elle, capable de parler sans jamais s'arrêter. Leur balade s'arrête en voyant Mangrillon partir avec des Dokebi armés. Aiza demande où ils vont et Mangrillon réalise qu'elle n'a pas expliqué son rôle de chef. Chaque année, elle mène une chasse pour protéger l'alliance entre le temple et les humains. En sauvant les voyageurs, les Dokebi prouvent qu'ils sont dignes de confiance. Ice comprend enfin pourquoi Mangrillon est venu à son village lors de l'incident. Le sauver n'était pas le fruit du hasard. Elle l'a trouvé lors de sa mission de l'an dernier. Avant de partir, Mangrillon demande à Ice s'il a bien progressé dans ses tâches. À la surprise générale, Ilchoi pose la main sur l'épaule d'Ice et fait son rapport. Il admet sa défaite, salue la force d'Ice et promet de s'entraîner pour gagner la prochaine fois. Ice est plus surpris par l'attitude amicale d'Eltri que par sa victoire. Il l'appelle même par son nom au lieu de l'appeler l'humain. Mangrillon est ravie, car elle craignait qu'ils ne s'entendent jamais. Elle félicite Eltri d'être assez mûr pour reconnaître son frère cadet. Il accepte le compliment avec fierté, tandis qu'Ice réalise que gagner le respect de son rival était la vraie récompense. Leur réconciliation prouve qu'Ice n'a pas passé l'année seul avec ses livres. Géol est heureux qu'Eltri réalise enfin quel bon garçon est Ice. Il demande quand ils sont devenus amis et Géol admet que c'était il y a plus de 6 mois. Il faisait semblant de ne pas être proche car son frère détestait les humains. Eltri accuse Ice de manipuler les autres, puis l'invite à passer du temps avec le groupe. Gong veut se joindre à eux, mais Eltri décrète que c'est une sortie entre frères interdite aux filles. Quand elle demande qui a fait cette règle, il répond fièrement que c'est lui. Gong lui donne un coup de poing sans hésiter. Ce soir-là, en l'absence de Mangrillon et des chasseurs, Eltri décide de jouer à un jeu très dangereux. Il emmène secrètement Ice et les autres à l'armurerie du temple du jardin fantôme. Ice demande si les enfants ont le droit d'entrer, mais Eltri ignore la question et leur ordonne de choisir une arme. Il recommence à appeler Ice l'humain, ce qui signifie que ce gamin prépare un mauvais coup. Une fois armé, Eltri révèle son véritable plan. Ils vont quitter le temple pour régler leur rivalité en chassant un démon. Le premier qui en tue un gagne.
Eltri rappelle que Mangrayon leur a interdit de sortir avant l'âge adulte. Eltri rétorque qu'ils n'erreront pas sans raison. Les patrouilles ont récemment entendu les pleurs d'un nouveau-né tout près. Ils pensent qu'il s'agit d'un enfant fantôme, un démon faible rôdant près du temple. Il est convaincu que la créature est assez faible pour être vaincue par des enfants entraînés. Ice refuse d'identifier un démon à un simple son. Ses études lui ont appris que 10 démons peuvent imiter des pleurs, et beaucoup pourraient anéantir le groupe avant le petit déjeuner. Chasser sans confirmer la cible n'est pas du courage. Eltri rejette ses inquiétudes et accuse Ice de faire le malin après avoir lu quelques livres. Malgré tout, Ice refuse d'y aller car il n'enfreindra pas les ordres de la chef. Eltri le traite aussitôt de lâche et l'accuse de se cacher derrière Mangrayon par peur. Il déclare que si Ice refuse, ils partiront sans lui. Jul et les autres suivent leur grand frère, ne laissant aucun choix à Ice. Il ne peut les arrêter et laisser ses enfants inexpérimentés seuls serait pire. Il les suit, non par fierté, mais pour éviter que ce plan tourne au désastre. Dans la forêt sombre, les jeunes d'Okaibi voient cela comme un test de courage. Eltri sent son sang bouillir et son lourd gourdin lui donne l'impression de pouvoir tout écraser. Il veut tuer un démon avant l'âge adulte, une étape cruciale pour devenir un vrai chasseur. Les autres acceptent, convaincus que cette mission fera d'eux des chasseurs officiels. Leur confiance grandit jusqu'à ce qu'ils voient la hache d'Ice. Eltri se moque de l'arme, rappelant qu'il chasse des démons, pas du bois de chauffage. Il raille Ice, disant que ce sera sûrement son premier démon. Ses enfants croient que voir des cadavres et être plus fort que les humains suffit pour le combat. Mais Ice sait que la force ne vaut rien sans savoir ce qu'ils affrontent. Sans discuter, il repasse en tête tout ce qu'il a appris à la bibliothèque. Si c'est un fantôme enfant, il devrait agir comme tel. Les compétences martiales d'Eltri devraient suffire à le neutraliser. Hélas, une menace bien pire rôde. Le groupe cherche en vain, et Eltri ne comprend pas où est la créature, alors qu'ils entendent clairement un bébé pleurer. Face au vide, Ice suggère de rentrer. Eltri le prend comme une insulte, pensant qu'Ice veut fuir car son match d'entraînement l'a rendu trop confiant. Ice clarifie vite, une victoire ne fait pas de lui un guerrier. Il dit qu'Eltri est surpris car il ne s'attend jamais à ses attaques, mais qu'il est redoutable préparé. Le compliment fonctionne. Ice admire la force et les coups d'Eltri après 1 an d'entraînement. Eltri accepte, admet que cet humain a du jugement et l'accueille dans sa fratrie. Ice sourit, demandant s'il sera son grand frère. Eltri est surpris. Il y a un instant, Ice était un rival, et maintenant, il ressemble au petit frère qu'il a toujours voulu. Ce moment dure peu, les pleurs reprennent. Eltri oublie tout, fonce vers le son, et déclare que le premier qui attrape l'enfant pourra le garder. Il dit à Ice de rester en arrière pour lui montrer sa puissance. Tous le suivent, mais plus ils approchent, plus la créature devient terrifiante. Eltriki se demande si un fantôme d'enfant doit ressembler à ça. La créature a un visage de bébé, mais son corps géant est couvert d'innombrables visages d'enfants qui pleurent, rient ou fixent le vide. Isis réalise le danger et hurle de fuir, ce n'est pas un fantôme d'enfant. Avant qu'il ne puisse bouger, le monstre projette ses têtes au bout de longs tentacules charnus. Ice bloque l'attaque avec le bouclier pris dans la réserve. Les autres sont pris de court quand les têtes hurlantes les percutent, déchirent leur corps et les projettent au sol. Un tentacule déchire l'épaule d'Ilchui avant qu'il ne puisse brandir son club. En un instant, tous sont blessés et leur aventure tourne au cauchemar. Toy Eyes cherche désespérément une réponse. Le temple des fantômes classe les démons en 9 niveaux, mais pas selon la fréquence des victoires. C'est basé sur le taux de survie. Les niveaux 9 à 7 sont à faible risque, offrant aux novices 90, 80 ou 70% de chances de survie. Tout change au niveau 6, celui des démons de classe moyenne, où la survie chute à 20%. La créature devant eux est un démon de niveau 6, le démon dragon hurlant. Même les chasseurs expérimentés n'y survivent que 2 fois sur 10. Eyes et ses amis ne sont même pas des chasseurs reconnus. Ce sont des enfants blessés ayant fui le temple des fantômes, car Chui a suivi les pleurs d'un bébé. Leurs chances de survie sont quasi nulles. Alors que le monstre approche, Eyes comprend qu'ils sont tombés dans le piège. Ce n'était pas un enfant, et s'ils ne trouvent pas de solution, ils mourront avant que Mangrayon ne remarque leur absence. Doi et les autres réalisent l'ampleur de l'erreur d'Ilchui. Un tentacule pend à son bras blessé, il admet que les vrais démons sont bien plus terrifiants que dans les histoires. Il sait que ce désastre est dû à son entêtement. Jules est le plus gravement touché, son estomac est déchiré et il perd trop de sang pour survivre sans soin immédiat. Le groupe ne peut vaincre le démon,
Mais porter Jules est impossible. Après avoir pesé le pour et le contre, je suggère de laisser Jules derrière et de fuir. Tous le regardent comme s'il était le monstre. Ilchui demande comment il peut être si cruel envers celui qui l'a accueilli. Ilchui refuse de leur donner de faux espoirs. La blessure de Jeol est trop grave. Il mourra avant d'atteindre le temple. Il remarque aussi que le démon dragon hurlant a soudainement cessé d'attaquer. Il peut les tuer quand il veut. S'il attend, c'est qu'il veut plus que de la nourriture. Selon l'encyclopédie, le dragon gémissant se nourrit de peur, de culpabilité et de désespoir. Le monstre crée la situation idéale. Soit les enfants abandonnent leur ami, rongés par la culpabilité, soit ils restent ensemble et meurent dans la terreur. Chaque choix sert le démon. Ice comprend le piège, mais aucune connaissance ne permet d'éviter cette douleur. Sacrifier Jeol est la seule chance de survie pour les autres. Doigt AS, Jeol est conscient et il comprend tout. Malgré sa terreur et sa douleur, il appelle Ilchui et refuse que tous meurent à cause de lui. Le groupe lui dit adieu et active une bombe aveuglante pour s'enfuir pendant que le démon est désorienté. Malgré ses blessures, Ilchui court en jurant de le venger. Une fois seul, Jeol accepte leur choix, préférant que ses amis vivent plutôt qu'il ne meure à ses côtés. Il ne leur en veut pas et espère qu'Ilchui oubliera la vengeance pour survivre. Le dragon gémissant sort de l'ombre et enroule ses tentacules autour du corps impuissant de Jeol. Il l'absorbe dans sa masse de visage. Pourtant, Jeol ignore qu'Iz n'est jamais parti. Il se cache derrière un arbre et se force à regarder ce que le démon fait à son ami. Un nouveau visage émerge lentement du corps du monstre. Il a les cheveux, les cornes et les yeux terrifiés de Jeol, mais ses paroles diffèrent de ce que Jeol a dit avant de mourir. Le visage les accuse de l'avoir abandonné après avoir promis de s'échapper ensemble. Il prévient Iz qu'ils se reverront bientôt. Au temple des fantômes, des Dokaebi armés de torches parcourent les rues à la recherche des enfants disparus. Gong se réveille et apprend la disparition d'Ilchui, Wujangol et Issei. Il prévient Mangreon et commence les recherches hors du temple. Gong se souvient qu'Ilchui avait invité Iz à jouer, disant que la journée était réservée aux frères. Elle comprend que les garçons sont partis cette nuit-là. Elle prie pour leur retour. Pendant ce temps, Iz court en pensant à son choix. Affronter le dragon avec un groupe blessé ne mènerait qu'à leur mort à tous. Abandonner Jeol est déchirant, mais sauver les trois autres leur donne une chance de revenir tuer le monstre. Iz compare cela à la nuit où sa famille a péri. Il sait qu'attaquer un démon par pure colère ne sert à rien. Le plus sage est d'observer le monstre, d'apprendre ses habitudes et de se préparer à se venger plus tard. D'un point de vue logique, Iz a pris la bonne décision, mais la logique n'efface pas la culpabilité. Il se souvient que Giel fut son premier ami. Il s'excusait souvent de feindre l'indifférence devant Ilchui, promettant qu'un jour, tous verraient sa vraie nature. Giel était son ami, pourtant Iz l'a abandonné. Ce choix le ronge de culpabilité, mais il refuse de laisser ce sentiment obscurcir son jugement. Pour lui, ses souffrances viennent des démons. La mort de Giel ne fait que renforcer sa promesse de les exterminer. Ses pensées sont interrompues par un patrouilleur. Ce Dokaebi se nomme Jeocheon, un spécialiste chargé d'éliminer les démons près du temple des fantômes. Il gronde Iz pour les ennuis causés et prévient que Mangreon les punira sévèrement. Son sermon s'arrête lorsqu'il demande où sont les autres. Iz explique qu'ils ont croisé un dragon pleureur. Ilchui et Woljang ont été séparés et Jeocheon a été dévoré par le monstre. Iz décrit une créature chevaline couverte de visages humains. Jeocheon fonce vers le danger et ordonne à Issei de regagner le temple seul. Iz réalise que Jeocheon ignore tout du dragon pleureur. Il le met en garde. C'est un démon de classe moyenne. Il doit attendre des renforts. Jeocheon balaie l'avertissement, fier de sa force physique. Il pense que ses muscles suffiront à vaincre le démon malgré les faibles chances de survie. Iz refuse de partir, retrouver ses amis est prioritaire. Jeocheon accepte à contre-cœur, mais lui ordonne de fuir dès qu'il verra le monstre. Pendant ce temps, Ilchui et Woljang s'éloignent. Ilchui pense qu'ils ont semé le dragon, mais Woljang ne peut accepter qu'ils soient les seuls survivants. La mort probable de Giel les déchire. Ilchui insiste. Ils auraient pu le sauver s'ils étaient restés combattre ensemble. Il blâme Iz pour ses avertissements. Woljang lui rappelle qu'il serait mort sans lui, mais Ilchui refuse de l'écouter. Fuir est une honte pour lui, en tant que futur chasseur et frère de Jules. Mourir à ses côtés aurait été plus honorable que de survivre en l'abandonnant. Soudain, ils entendent un enfant pleurer. Un spectre apparaît. C'est exactement le démon faible qu'ils attendaient. Ilchui l'écrase d'un coup de massue
et cette victoire facile flatte son ego. Il se dit que sans la peur semée par Ice, ils auraient vaincu le dragon facilement. Il jure de venger Jiul. Hélas, le dragon a déjà suivi la trace de leur peur et les a rattrapés. Il attaque depuis l'ombre. Quand le calme revient, seul le corps sans vie de Wuzhang gît au sol. Ayant perdu ses frères, Il Chui perd toute prudence. Il serre sa massue, charge le démon et jure de l'anéantir. Le dragon accueille son attaque avec plaisir, mais la réalité le rattrape. Le monstre est assez puissant pour l'avaler sans effort. Juste avant la fin, Jeocheon surgit comme un missile et projette le monstre d'un coup de pied. Il hurle qu'aucun démon ne touche un enfant du temple des fantômes. Il ordonne à Il Chui de partir et de rester en retrait. Il Chui le saisit, soulagé de le voir en vie. Le démon change de stratégie. Les visages de Jiul et Wuzhang poussent sur son corps et se mettent à pleurer face à Jeocheon. Il demande pourquoi leur oncle veut les tuer. Il supplie et jure être encore en vie dans le monstre. Jeocheon sait que ce sont des leurs. Il doit les détruire pour tuer le démon. Les copies imitent leur voix, leurs souvenirs et leurs émotions. Il lui rappelle sa promesse de leur apprendre le bâton. La confiance de Jeocheon vacille. Il accuse le démon de jouer la comédie, mais sa force faiblit. Ce moment d'hésitation est tout ce que le dragon attendait. C'est ainsi qu'il chasse ses proies. Après avoir dévoré tant de victimes, il sait que tout être vivant a la même faiblesse. Les émotions fortes troublent le jugement et empêchent d'agir. En copiant visage, souvenirs et voix, le démon sème chagrin, culpabilité et faux espoir. La volonté faiblit, le combat s'arrête, et le démon les dévore. Ce piège fonctionne sur tous, même les plus forts du temple des fantômes. Mais cette fois, un enfant inhabituel se dresse sur son chemin. Ice connaît la douleur de perdre Giel. Il comprend pourquoi ses visages ébranlent Gielchun. Il lui affirme fermement que ce ne sont que des ennemis. Il lui ordonne de reprendre ses esprits, car cette créature n'est qu'un démon. Ce dragon aux 1000 visages dévore les têtes pour voler mémoire et voix. Il imite les pleurs d'un enfant pour attirer ses proies. Il préfère celles emplies de peur, car il aime les faire souffrir avant de les achever. Son intelligence et sa cruauté rendent cette chasse possible. Darès le sait. Il a étudié cette créature dans les livres de la bibliothèque du temple. Le maître Gocheon et Icy combattent ensemble. Gocheon a pris la première arme venue et Icy lui dit d'ignorer les visages copiés et de viser le vrai monstre. Il décide de s'occuper lui-même des copies si le démon utilise les enfants. Il le fera. Le dragon aux 1000 visages déploie alors sa capacité la plus cruelle. Il se couvre de visages volés pour briser ses ennemis émotionnellement. Le visage de Wuzhang apparaît, parmi d'autres connus d'Icy et Gocheon. Un père terrifié supplie pour sa vie, tandis qu'un enfant implore de sauver son père. Ces visages inconnus prouvent que le démon a tué bien avant d'atteindre le temple. El Shovi arrive et se fige en voyant Icy trancher l'un des visages. Il croit qu'Icy attaque le vrai Wuzhang, tant l'imitation est parfaite. Mais Icy n'hésite pas, car il connaît la vérité. Il s'excuse auprès du vrai Wuzhang avant de détruire le faux. Il sait qu'il ne faut épargner aucun démon, quel que soit le visage qu'il porte. L'attaque émotionnelle fonctionne sur tous, sauf Icy. Icy Cho espère désespérément que ses frères sont en vie, et le visage de Wuzhang rend cet espoir réel. Icy explique calmement que le démon a déjà tué ses victimes. Il a seulement volé leurs têtes, leurs souvenirs et leurs voix pour les copier. Ces visages ne sont qu'une ruse du dragon à plusieurs têtes. Le démon change sans cesse de visage pour convaincre les autres qu'il est encore en vie. Icy là-bas, mais le monstre crée un nouveau faux visage pour l'accuser et monter les autres contre lui. Chaque copie n'a qu'un but, culpabiliser ses ennemis. Pendant le combat, Gocheon vérifie si Icy est en sécurité. Il se souvient qu'Icy a promis de fuir si la situation devenait trop dangereuse. Icy s'excuse car il sait qu'il ne pourra pas tenir parole. Le combat a atteint un point où la fuite n'est plus une option. Gocheon remarque la dague d'Icy et comprend que ce n'est pas une arme ordinaire. C'est la lame coupe-flux, une relique sacrée qui bloque l'énergie démoniaque. Chaque coup affaiblit le monstre en coupant son pouvoir. Icy pense même qu'il devrait apprendre des techniques de lancer au temple pour ses futurs combats. Observer Icy le trouble profondément. Il sent que quelque chose est brisé en lui, car il ne laisse jamais ses émotions interférer avec ses décisions. Il réalise que le jugement d'Icy est juste et doit lui faire confiance, tout en contrôlant ses émotions. Pendant ce temps, Il Chui ne supporte pas d'avoir abandonné Go Chao. Icy comprend cette douleur, ayant vu sa famille mourir. Il sait que les cicatrices restent, mais mourir ensemble empêcherait de protéger qui que ce soit. Submergé par le chagrin, Icy craque.
Il se blâme d'avoir insisté pour quitter le temple cette nuit-là, réalisant que Go-Cheol est mort à cause de son imprudence. Le combat touche à sa fin. Go-Cheol trouve une ouverture et attaque de toutes ses forces. Il est prêt à mourir pour renvoyer le démon au temple des gardiens. Son attaque frappe avec force. La lame coupe-flux bloque l'énergie du démon, infligeant une blessure bien plus efficace qu'une attaque normale. Pour la première fois, le dragon à plusieurs têtes ressent la douleur. Ce coup puissant le remplit de rage. Le sang jaillit alors que les visages volés disparaissent dans la douleur. Au lieu de reculer, le monstre blessé se lance dans une attaque violente. Comprenant qu'il perd le contrôle, le démon voit en Icy la plus grande menace. Il le choisit comme cible et l'attaque avec toute sa puissance. Icy évite l'attaque de justesse. Pour la première fois, le monstre sent sa vie menacée, mais Icy ne recule pas. Il bondit, hache levée, et plonge sur les têtes affaiblies. L'attaque de Go-Cheon a créé l'ouverture parfaite. La foule est pétrifiée. Personne n'imagine un enfant tenter une telle folie. Icy frappe de toutes ses forces. Le dragon cheval s'effondre, gémissant. Icy voit la peur dans ses yeux. Même un démon craint la mort face à sa faim. Sans lui laisser de répit, il l'achève. Le lendemain, Icy se tient au milieu de la forêt, sa robe couverte de sang. Il serre encore sa hache. Il remarque alors Ilchui, gisant tout près, grièvement blessé et à peine conscient. Icy accourt pour voir s'il peut bouger. Ilchui se réveille à sa voix. Icy s'excuse de l'avoir surpris. Il a besoin d'aide. Luttant pour rester éveillé, Ilchui annonce la mort de Woljang et Go-Geol. Il confirme aussi celle de l'oncle Go-Cheon. Au temple Jisoo, c'est le chaos. Des groupes munis de torches fouillent la forêt, mais ne trouvent aucune trace des enfants. Ils élargissent les recherches. Pourquoi ces enfants sont-ils partis en pleine nuit? La nouvelle arrive au temple, l'angoisse devient palpable. Plus tard, les enfants reviennent enfin au temple. 2 corps sont portés, suivis par les survivants en silence. Cette vision confirme les pires craintes de tous. Ganga ne trouve pas le sommeil après ce qu'elle a vu. Sur 4 enfants, seuls 2 sont revenus. Woljang, Go-Geol et l'oncle Go-Cheon ont été tués par un spectre. Elle refuse d'y croire, mais la vérité est là. Le plus dur est d'entendre Ilchui pleurer seul, enfermé dans sa chambre. Contrairement à lui, Icy reprend sa routine. Il s'entraîne chaque jour comme si de rien n'était. Ganga s'inquiète de le voir s'entraîner sans relâche, comme si rien n'était arrivé. Les rumeurs commencent à circuler dans tout le village. On murmure que Woljang et Go-Geol ont été tués à la hache, et que l'enfant humain tenait l'arme. Ilchui ne dit rien, personne ne connaît la vérité. Les jeunes d'Akubi observent Ikeas avec méfiance. Comment peut-il agir comme si de rien n'était après la mort de ses amis? Son calme les trouble. Ailleurs, Mong-Rion contemple les corps. Elle vérifie la barrière protectrice du temple Gyusu après la chasse annuelle. Elle est pourtant intacte. Comment un spectre de niveau moyen a-t-il pu atteindre les enfants? Elle regarde les dépouilles de Go-Chun et Woljang, incrédule. Elle convoque Ikeas. Il doit être sous le choc, mais malgré tout, il a réussi à ramener les corps de ses compagnons en sécurité. Elle salue son courage et lui demande de tout raconter. Ikeas décrit l'embuscade, le combat, les morts et la lutte contre le cheval dragon. Il explique froidement comment il a abandonné Goegelo et brisé les visages copiés des enfants. Son détachement glace Mong-Rion plus que des larmes. Elle s'excuse pour ce qu'il a dû endurer. Soudain, 2 Daka entrent en colère. Ils ne supportent pas ce calme devant les morts et s'en prennent à Mong-Rion. Ils lui reprochent d'avoir laissé un humain approcher les enfants. Ils l'accusent d'indifférence. Mong-Rion les arrête. Se disputer devant les défunts est un manque de respect. Elle ordonne à tous de sortir. Resté dehors, Ikeas est convaincu que tout le monde le blâme. Il pense que les morts lui en veulent pour ses choix. Plus tard, Mong-Rion lui demande s'il réalise l'effet de son récit. Quand il avoue penser que les morts le haïssent, elle le détrompe. Elle explique que porter la colère des autres ne sert à rien. Elle rappelle qu'elle devrait le punir pour avoir pris l'arme sacrée et désobéi. Mais il est trop éprouvé. Elle lui demande de pardonner aux endeuillés, car leur colère n'est que du chagrin. Il accepte ses mots en silence. Mong-Ryan réalise qu'elle a fait une grave erreur. Depuis l'arrivée d'Ikea, elle lui a confié des tâches, mais ne lui a jamais rien enseigné elle-même. Au lieu d'être fière de ses progrès, elle s'en veut. Elle l'appelle et décide qu'il est temps de lui donner sa première vraie leçon. Elle commence à lui enseigner l'apaisement des esprits, un rituel pour réconforter les morts. Elle explique que les victimes des spectres, tout comme les spectres eux-mêmes, doivent recevoir un adieu digne. Sinon, leur ressentiment reste piégé et finit par créer un nouveau spectre. Ikea se demande s'il est qualifié pour ce rituel, vu le ressentiment qu'il pourrait avoir envers lui.
Mang Ryan lui répond qu'il ne le saura qu'en pratiquant le rituel. Elle lui en enseigne chaque étape avec soin. Il tient la prière de la main gauche, agite la cloche de la droite et récite avec sincérité. Comme il n'a pas d'énergie spirituelle, elle précise que les outils sont conçus pour que n'importe qui puisse accomplir le rite. Ikea s'agenouille devant les corps, bougie allumée, et accomplit le rituel pour la première fois. La prière guide les âmes vers la lumière, souhaitant que même ceux nés avec une énergie démoniaque évitent le royaume des spectres et renaissent humains. Mang Ryan lui rappelle que le rituel ne se limite pas aux gestes. Un réconfort sincère doit atteindre l'âme, car c'est seulement quand elle accepte ses sentiments que le rituel réussit. Selon le lien entre les vivants et les morts, le rituel peut réussir ou échouer. Il finit par réussir, emplissant la pièce d'une lueur douce. Mang Ryan confirme qu'aucune des trois âmes ne ressentait de rancœur envers Ikea et qu'elles ont accepté son réconfort. Sans énergie spirituelle, il ne peut pas les voir, mais elle voit clairement le résultat. Voyant le succès du rituel, elle lui dit doucement qu'il est temps d'arrêter de tout porter seul et de s'épuiser ainsi.